Pour beaucoup, c'est en 1945 seulement, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, que serait née l'idée d'une justice internationale avec la mise en place du tribunal pénal international de Nuremberg, puis celui de Tokyo. Mais en réalité, le chemin qui a conduit à la signature du traité de Rome en 1998, qui est à l'origine de la Cour pénale internationale, remonte bien plus loin, en 1872 pour être exact. En effet, à cette époque déjà, Gustave Monnier, juriste suisse qui a vu le jour en 1826 et qui est mort en 1910, qui était connu pour être l'un des fondateurs de la Croix-Rouge, proposait la création d'une juridiction pénale internationale pour connaître des infractions commises à l'occasion de la guerre franco-prussienne en violation de la Convention de Genève. Après quoi, c'est en 1919 que les vainqueurs de la Première Guerre mondiale ont à leur tour manifesté la volonté de faire comparaître certains de leurs ennemis vaincus devant une juridiction internationale. En effet, l'article 227 du traité de Versailles projetait la traduction de Guillaume II devant une cour composée de juges américains, anglais, français, italiens et japonais. C'est en 1945, avec la mise en place des tribunaux de Nuremberg et de Tokyo, que la justice pénale internationale commence à se parer de véritables formes judiciaires. 3 ans plus tard, l'Assemblée générale des Nations unies adopte une convention relative à la prévention des crimes de génocide dans laquelle elle appelle de ses vœux la mise en place de tribunaux pénaux internationaux pour en connaître et les réprimer. Les réflexions relatives à la création de telles juridictions ont été interrompues par la guerre froide et c'est seulement au début des années 1990 qu'elles redémarreront. C'est ainsi qu'en 1993 et 1994, le Conseil de sécurité de l'ONU décide de mettre en place 2 tribunaux pénaux internationaux ad hoc pour connaître des crimes de génocide, des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre perpétrés en ex-Yougoslavie et au Rwanda. La Cour pénale internationale a été créée le 17 juillet 1998 par le traité de Rome à l'issue d'une conférence organisée par les Nations Unies qui a réuni 160 pays ainsi que de nombreuses organisations intergouvernementales et non gouvernementales. C'est en 2002 que la Cour est entrée en fonction, après que son statut ait été ratifié par 60 États. Siégeant à La Haye, aux Pays-Bas, c'est une juridiction permanente qui a pour rôle de juger les auteurs des crimes les plus graves portant atteinte à l'ensemble de la communauté internationale, tels que les crimes de génocide, les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre ou encore les crimes d'agression. Elle a une vocation complémentaire et n'est appelée à intervenir qu'en cas d'indigence des systèmes judiciaires nationaux ou si ceux-ci n'engagent pas eux-mêmes des procédures à l'encontre d'auteurs de faits entrant dans son champ de compétences. Elle peut être saisie de situations à l'initiative de son procureur, du Conseil de sécurité de l'ONU ou des États parties eux-mêmes. Aujourd'hui, 124 États adhèrent à la Convention de Rome et acceptent donc l'autorité de la Cour. De nombreuses grandes puissances ne l'ont toutefois pas encore ratifiée, parmi lesquelles les États-Unis, la Russie ou encore Israël. Cela pose problème pour les 2 premières qui sont membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, qui est une autorité de saisine de la Cour pénale internationale. Ainsi, sans rien risquer eux-mêmes, ces États peuvent potentiellement influer sur des poursuites exercées à l'encontre d'autres États. C'est aujourd'hui un des principaux éléments de fonctionnement de la Cour qui est critiqué. D'autres États n'ont même pas signé le traité de Rome, comme la Chine ou la Syrie, qui refusent également de céder la moindre part de leur souveraineté à la juridiction pénale internationale et estiment que les systèmes judiciaires nationaux sont aptes à connaître des auteurs de crimes de génocide, de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre et de crimes d'agression ressortissant de leur propre territoire. En outre, depuis peu, plusieurs États africains ont annoncé leur retrait de la Cour pénale internationale, parmi lesquels le Burundi, l'Afrique du Sud ou encore la Gambie. En effet, ces derniers dénoncent principalement une justice néocolonialiste de la part de la Cour, la majorité des enquêtes menées par celle-ci visant des chefs d'État ou hauts dignitaires africains. Mais cet argument est-il vraiment fondé ? De prime abord, on pourrait être porté à le croire. De fait, lorsque l'on regarde les situations actuellement sous enquête de la Cour pénale internationale, on se rend compte que sur un nombre de 10, 9 visent le continent africain. Toutefois, lorsque l'on fouille un peu plus, on peut voir que le bureau du procureur réalise également des examens préliminaires sur des situations localisées sur d'autres continents, ainsi en Afghanistan, en Colombie, en Irak concernant le comportement de certains soldats britanniques, ou encore sur des navires bâtons pavillon grec et cambodgien, ou encore en Palestine et en Ukraine. De plus, on peut également relever qu'une enquête est ouverte sur une situation se localisant en Géorgie. D'autre part, il est important de noter que l'actuel procureur de la Cour pénale internationale, Fatou Bensouda, une des 3 autorités de saisine de la Cour, est une ressortissante gambienne.
L'argument d'une justice néocolonialiste commence donc à vaciller un petit peu sur ses fondements, et ce, d'autant plus que des éléments rationnels peuvent par ailleurs expliquer l'importante prévalence d'enquêtes visant des situations sur le continent africain, comme tout d'abord le grand nombre d'États issus de celui-ci ayant ratifié le statut de Rome. Et pour cause, ils sont au nombre de 34 et constituent ainsi le contingent le plus important d'États parties à la Cour. Cela peut donc expliquer que statistiquement, un plus grand nombre d'enquêtes visent des situations se localisant sur le continent africain. De surcroît, de nombreux États africains ont eux-mêmes saisi la Cour pour enquêter sur des situations sur leur territoire, 5 sur les 10 actuellement sous enquête, souvent dans l'espoir de l'instrumentaliser à des fins politiques pour se débarrasser de l'opposition. Ils ont donc eux-mêmes grandement contribué à cette importante focalisation de la Cour sur leur propre continent. Cela n'a commencé à déranger l'Union africaine que lorsque la Cour a cessé d'agir sur la seule initiative des États ayant tenté de l'utiliser à leur profit et qu'elle s'est saisie d'elle-même ou sur demande du Conseil de sécurité de l'ONU de situations impliquant notamment Omar al-Bashir en 2009, Muammar Kadhafi en 2011 ou encore Kenyatta en 2012. Et on peut penser que sans cette saisine par les États parties eux-mêmes, la Cour se serait peut-être saisie, à l'initiative du procureur ou du Conseil de sécurité de l'ONU, de situations localisées ailleurs sur le globe. Aussi, la seule critique d'une justice néocolonialiste qui serait orchestrée par la Cour pénale internationale semble donc fallacieuse et n'explique pas, en tout cas à elle seule, la volonté de nombreux États africains de se retirer de sa juridiction. Elle marque néanmoins une nécessité de réfléchir à une révision de son mode de fonctionnement et notamment de ses modalités de saisine. Il serait effectivement intéressant de permettre directement aux victimes de saisir la Cour ou à un organe de l'ONU incluant plus d'États que le seul Conseil de sécurité et moins dépendant des intérêts politiques de ses membres permanents. Une sacrée histoire en bref, dont on n'a pas fini d'entendre parler. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à commenter, partager et laisser un petit pouce en l'air. Vous pouvez également me rejoindre sur mes réseaux sociaux pour être informé de la sortie des prochains épisodes. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous.